Eh bien, c'est la dernière conférence, la dernière table ronde du FIT. Vous avez vécu pendant 3 jours ce festival des énergies de la transition. J'aimerais juste qu'on félicite à nouveau les organisateurs et les bénévoles autour du FIT, la logistique, etc. Je suis Lucien Bonhomme. Certains d'entre vous me connaissent, je crois. Je suis Lucien Bonhomme et j'ai le plaisir d'animer du coup cette table ronde avec des formidables personnes qui vont vous présenter leur parcours, leur voie d'engagement, qui sont très divers et qui, je pense, pour certains, pourraient vous inspirer ou en tout cas vous intriguer. Avant d'ouvrir l'échange, juste, je vais faire on va faire un petit tour d'horizon de leur projet. Je leur ai donné pour mission de tenir 7 minutes de présentation de leur projet d'engagement et vous aurez 3 minutes à disposition avec eux pour leur poser des questions spécifiquement sur ce projet-là. Et ensuite, on abordera du coup un temps de discussion tous les quatre ensemble. Euh, pour le premier en piste, j'appelle du coup Tristan Rongère et son aventure cyclo en Europe à la rencontre d'acteurs de la transition. Bonsoir. Euh, du coup, est-ce que je prends la zapette, ça sera plus simple. Super. Enchanté. Du coup, comme l'a dit Lucien, je m'appelle Tristan, j'ai 25 ans et juste pour me présenter rapidement, dans mon parcours, j'ai fait une licence d'économie-gestion à Angers et puis après j'ai fait le master à MoMA qui est juste dans ses locaux, le master management de la transition écologique et économie circulaire. Donc qui est une formation spécialisée dans le management pour accompagner les organisations, les entreprises et de manière large sur les sujets de transition. Donc à la suite de cette aventure de 2 ans, j'avais l'idée de faire un long voyage à vélo qui me trottait depuis longtemps dans la tête. Et du coup, à la mi-parcours de mon master, j'ai eu l'idée de proposer à mes responsables de formation notamment de faire un long voyage à vélo et de faire un tour d'Europe pour à la fois allier ma passion pour le long voyage et aussi pour essayer de parler de transition écologique. Donc c'est là que le projet Vélo Optimiste est né. Je vais juste vous présenter vite fait le voyage et puis après les objectifs. En gros, le voyage c'est environ 10 pays en Europe, 7500 km que j'ai parcouru. Et donc ça a eu lieu entre juillet et novembre 2023, donc l'année dernière. Donc j'ai traversé 10 pays, la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, je ne vais pas tous les faire, mais jusqu'à la Norvège et la Suède pour redescendre. Et donc c'était l'objectif, je crois que j'ai mis l'itinéraire pour que vous ayez un peu une idée en tête. Donc voilà les villes un peu étapes. Et du coup, les objectifs de ce voyage, ils étaient multiples. Le premier, comme je l'ai dit, c'était d'expérimenter le voyage à vélo, à la fois personnellement pour me faire kiffer, mais aussi parce que je pense que dans le voyage à vélo, il y a des parallèles et des métaphores à faire sur les enjeux de transition, puisque le voyage à vélo, c'est une sobriété énergétique, puisqu'on pédale à la force de ses jambes. Donc, il faut gérer sa forme physique, j'ai envie de dire. Il y a la sobriété psychologique aussi, puisque bah, on a quand même des, des nécessités qui sont faibles. C'est-à-dire qu'on se réveille, faut savoir où on va, ce qu'on mange et où on dort. Et le reste du temps, on a le temps de pas de s'ennuyer, je tiens à le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que tu t'ennuies? Non, c'est le temps de réfléchir surtout sur sur notre vie, sur ce qu'on a envie aussi. Et donc, je trouve que le voyage à vélo, il nous laisse le temps en tout cas d'expérimenter tous ces sujets qui sont aussi parallèles aux enjeux de transition. Donc voilà. Et le deuxième objectif, c'était d'aller rencontrer des acteurs de transition écologique pour me donner aussi un objectif, non pas juste seulement de pédaler, mais aussi d'aller rencontrer des acteurs, donc dans différentes thématiques, pour aussi
essayer de donner un panel d'actions possibles pour des jeunes comme nous, où, quand on a conscience de tous ces enjeux et quand on prend conscience et qu'on se dit waouh, c'est beaucoup plus grand que nous, c'est dur des fois de mettre le premier pied dans l'action. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux aller voir des projets, des personnes qui sont engagées sur, que ce soit dans l'éducation, le sport, la politique, peu importe, mais montrer la diversité d'engagement qu'il existe. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et je vais vous présenter les différents acteurs engagés que j'ai rencontrés pour que vous ayez une idée des rencontres que j'ai pu faire. Là, c'était à Montreux, du coup en Suisse, où je suis allé rencontrer Fabien Favre. Fabien Favre, il a fait le documentaire qui est juste à votre droite, qui s'appelle Un monde sous vide, où en fait il a essayé de retracer le monde du déchet plastique. Et c'était super intéressant d'échanger avec lui sur sa construction déjà personnelle d'acteur engagé, sur sa vision des déchets plastiques avant et après le documentaire, et aussi sur sa vision du voyage à vélo, puisqu'il a fait aussi un documentaire sur le voyage à vélo. Et donc voilà, c'était ultra complet et assez cool aussi de découvrir les paysages qui sont magnifiques au bord du lac Léman. Je suis allé voir aussi Recircle, qui est une entreprise qui propose une alternative à l'emballage unique en Suisse, qui a été assez précurseur en Suisse sur ce sujet. Et donc, je suis allé voir un peu comment il fonctionnait. Je sais qu'il y a des projets un peu similaires en France, mais du coup, c'était assez inspirant de voir comment ils fonctionnaient en Suisse. Et ils sont à plus de, si je dis pas de bêtises, 1800 restaurants. Et ils souhaitent se développer en France aussi. Là, c'était à Heidelberg. Donc Heidelberg, en fait, j'ai eu l'opportunité d'y aller parce que c'est la ville qui est jumelée avec Montpellier et que la ville de Montpellier m'a aidé dans le projet. Et du coup, j'ai pu être accueilli là où Georges Frêche dormait à Heidelberg. Donc c'était assez marrant. Mais au-delà de ça, j'ai rencontré le maire adjoint au climat que vous pouvez voir à droite pour parler de vélo, parce qu'Heidelberg, c'est une des villes les plus, enfin déjà très écolo en Allemagne, mais aussi qui est très étudiante et très développée d'un point de vue cyclable. Donc j'ai rencontré le maire adjoint et j'ai aussi rencontré l'association ADFC, qui est l'association des usagers du vélo, et aussi un représentant du groupe. Alors je vais éviter de me casser la gueule avec des mots allemands, mais en gros c'est un mouvement, c'est un outil démocratique allemand qui a été mobilisé par plein de villes. Et en fait, ça a été impulsé par Friday for Future à Berlin notamment. Et en fait, c'est des villes qui ont mis en place des pétitions pour un plan d'action cyclable, qui ont obtenu presque toutes, enfin les grandes villes allemandes ont toutes obtenu un nombre de signatures assez élevé. Et du coup, elles peuvent donner ce dossier aux élus qui décident ou non de donner suite. Mais en tout cas, si ça donne pas suite, après, il y a un référendum. Et donc, j'ai pu apercevoir dans plusieurs villes allemandes en fait, des plans d'action cyclable qui sont en train de se mettre en place grâce à cet outil démocratique direct. Et c'est assez inspirant aussi de voir que ça vient du bottom-up. Ça, c'est à Vienne, Von Project. Le Von Project, je l'ai découvert dans une série de Cyril Dion qui s'appelle Un monde nouveau. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir et d'essayer d'expliquer comment il fonctionne. C'est ultra inspirant. C'est un immeuble participatif où chaque habitant, en fait, l'idée c'est de se dire que les habitats collectifs en ville aujourd'hui, c'est quand même très individualiste. Personne se connaît, on partage aucune ressource, aucune idée. Ici, c'est totalement l'inverse. Ils partagent des lieux comme la cuisine, comme la bibliothèque, mais ils partagent aussi des idées. Chaque membre du logement inculque des idées pour soit essayer de décarboner la façon de se chauffer, essayer de mettre en place des vélos cargo partagés, etc. Je suis assez concis, mais c'est vraiment ultra inspirant, sachant que c'est parti de 3 personnes citoyens comme nous, et qui sont allés voir la ville de Vienne, qui est ultra précurseur sur le côté habitat. En fait, la ville de Vienne, elle a 60% des immeubles qui sont à la ville, en fait. Et du coup, ça évite d'avoir des spéculations sur l'immobilier. Et là, en fait, c'en est la preuve, c'est que c'est des citoyens qui ont pu monter ça en se passant
du cursus immobilier de base qu'il serait difficile de se passer en France. Donc c'était super chouette. Ensuite, je suis allé à Samsø, à l'Energy Academy. Samsø, c'est une petite ville au Danemark entre les deux îles principales. Et en fait, c'est une île qui a bénéficié En 98, il y a eu une décision gouvernementale qui a voulu faire de Samsø la première île autosuffisante. Et du coup, ils ont proposé aux habitants de se saisir de ce sujet. Et les habitants s'en sont saisis grâce à un petit noyau dur qui s'est dit que ça allait être une opportunité économique aussi, bien sûr, mais une opportunité de créer du lien aussi entre les citoyens. Et en 2007, ils ont réussi à être autonomes en énergie renouvelable. Et du coup, j'ai pu visiter le lieu et parler et faire une visite aussi avec des politiques de toute l'Europe sur leur façon de se chauffer, leur façon de concevoir. Et aujourd'hui, ils donnent des formations à beaucoup de collectivités et beaucoup de pays sur... Je vois que Lucien qui me fait un signe. Je suis trop long. Avila Project, c'est la suite. C'est une rénovation de bateau cargo en bois pour faire un cargo à voile pour faire de la transatlantique et du transport de marchandises. Donc c'est pareil, c'est 6 ou 7 citoyens qui ont décidé de récupérer ce bateau au moindre coût. Et puis le but, c'est aussi de faire de la sensibilisation sur les transports maritimes et l'impact. Donc très inspirant. Et je veux juste finir là-dessus et après je laisse Lucien. La chose que j'aimerais partager ici et que j'ai retenue et qui m'a, moi en tout cas, m'a permis d'avancer, c'est que tous ces projets, quand on prend conscience des enjeux climatiques, biodiversité, d'effondrement, etc., souvent le premier refuge et le plus simple, c'est de se donner de la responsabilité individuelle en tant que consommateur, de se dire faut que je consomme différemment, faut que j'arrête de manger de la viande, faut que je fasse mon bilan carbone, etc. Certes, mais je pense que moi, ce qui m'a surtout donné espoir dans ce voyage, c'est l'aspect collectif en fait j'ai envie de dire le combat, mais faut le voir d'un point de vue positif, le combat, mais c'est qu'en fait c'est des forces, c'est des gens qui ont envie de vivre autrement, qui ont plus envie de se dire vas-y qui succombent pas à la fatalité et qui se disent on va se réunir, en tant que collectif, en tant que groupe, on va mettre un projet en place et ça va aller au bout. Et je pense que c'est encore plus fort que juste agir soi-même. Donc voilà le message. J'invite du coup la salle, si vous souhaitez poser des questions à Tristan. On a 2-3 petites minutes. Donc n'hésitez pas à poser des questions autour de Véloptimiste et de cette aventure. Bonjour, merci pour ton témoignage qui était très intéressant. Moi, j'avais une question parce que je vais aussi partir en voyage l'année prochaine et je voulais savoir comment tu avais eu connaissance des projets que tu as pu découvrir tout au long de ton voyage. Merci. Merci pour ta question. Il y a beaucoup de projets. Il y en a quelques-uns que j'ai vus dans des documentaires ou dans des livres, comme j'ai dit, par exemple sur le Von Project, j'ai vu dans un documentaire de Cyril Dion. J'ai pas trop innové. Mais après, il y a d'autres projets qui sont venus au fil de l'eau du voyage aussi, où j'ai rencontré des personnes comme Fabien en Suisse, par exemple, qui m'a redirigé sur d'autres idées. J'ai eu pas mal d'échecs aussi, où j'ai essayé de contacter des gens qui... Le problème, en fait, à vélo, c'est aussi qu'il faut le timing, quoi. Faut savoir à quel moment on va être où, et que la personne soit dispo, etc. Et qu'elle ait envie de parler aussi. Donc, ouais, c'est vraiment varié. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des ressources. Quand on cherche un peu, il y a plein de choses à aller voir. Et puis je pense qu'il y a plein de projets qui sont pas connus. Et quand on gratte un peu dans les territoires, quand on va aller parler aux habitants, on se rend compte qu'il y a des trucs qui existent qui sont aussi intéressants que des gros projets. Donc, je pense qu'il faut aussi y aller au fur et à mesure au fil de l'eau. Une dernière question ? Ouais. Bonsoir, merci pour ton témoignage. Tu donnes l'impression que ça t'a redonné un certain optimisme et élan d'avoir fait ce voyage. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est la prochaine étape
Eh bien, la prochaine étape, en fait, c'est que durant ce voyage, je me suis beaucoup posé de questions sur... avant de partir, en fait, j'étais en alternance en RSE. Ça m'a plu, mais en fait, je me suis pas vraiment... En tout cas, avec du recul, je pense pas que je m'épanouirais à faire ça sur certaines années. Parce que d'une part, je pense que le côté derrière le bureau, etc., ça me fait pas vibrer. Et d'autre part, je pense que j'avais besoin de simplicité, je pense qu'en fait, il y a quand même des aspects des enjeux de la transition qui sont pas enfin, c'est très complexe, mais je pense qu'il y a des choses qui sont pas si compliquées que ça, et des fois, on se les complique un peu. Et moi, du coup, j'ai vraiment eu ce raisonnement-là. Et du coup, là, je pense faire une formation, enfin, c'est même sûr, en mécanicien vélo, pour retourner un peu à des choses simples, mais toujours connecté à la transition, parce que je pense que à l'avenir, ça sera clé. Quand on aura beaucoup moins de ressources sous nos mains, je pense que le fait de se déplacer, le fait de se nourrir, ça sera beaucoup plus central que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc voilà la suite. Merci Tristan, et merci pour ton projet Vélo Optimiste. Merci. On enchaîne avec Cyril Batolo, président de COP3 étudiante. Tu viens nous présenter, nous parler de cette aventure. Merci. Vous m'entendez ? Ouais. Merci beaucoup pour cette introduction. Vu que je reprends le train tout à l'heure et que je vais rester assis assez longtemps, je préfère rester debout pour vous parler. Donc, je suis Cyril, je viens d'avoir 25 ans. Samedi, je reçois mon diplôme d'ingénieur, donc j'ai fini les études. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un des projets, enfin le projet qui m'a transformé, le projet grâce auquel je sais que rien n'est impossible. Et je vais essayer de vous communiquer ça. En fait, tout a commencé il y a 2 ans, quand j'ai eu mon déclic écologique, quand j'ai compris que le monde allait changer et que je me suis senti trahi par les études. Parce que pour moi, les études, c'était un moyen d'être utile à la société demain, d'avoir un métier pour contribuer à la manière dont on répond à nos besoins. Mais en fait, on ne m'apprenait pas à créer, à innover, à travailler dans ce monde qu'on va connaître, parce qu'on ne nous en parlait pas du tout. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Parce qu'une fois qu'on commence à plonger dans le sujet, on se sent vite noyé. Comment avoir une pensée globale, mais agir localement de la manière la plus forte possible ? Donc, je vais vous présenter l'association que j'ai créée, la COP3 étudiante. Contrairement à plein d'associations qui se créent pour donner la voix aux jeunes, moi je suis parti d'un constat. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens autour de moi ne soient pas alertés, n'en parlent pas, n'agissent pas ? Et je suis tombé sur plein d'études qui montraient que la jeunesse était anxieuse. Celle-là, elle a sondé plus de 50 000 étudiants en 2020. Mais également plein d'études qui montrent que les jeunes, les 16-25 ans, ont les comportements les moins éco-responsables en termes de mode, en termes de consommation, de voyage, de numérique. Et j'essaie de comprendre ce paradoxe. Est-ce que c'est un manque de compréhension entre les liens entre nos modes de vie et l'impact ? Dans ce cas, il faut sensibiliser. Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, donc le récit écolo qui peut être un peu privatif n'attire pas la jeunesse qui a envie de profiter ? Ou est-ce que c'est un manque de moyens, de compétences ? Et dans ce cas, comment on favorise le passage à l'action ? Ça a vraiment été des réflexions que j'ai encore aujourd'hui pour le public étudiant comme pour tout public. Et j'ai regardé ce qui se faisait dans l'enseignement supérieur et j'ai voulu m'inscrire dans le mouvement des COP étudiantes. La COP 1, suite à Fridays for Future, a voulu réunir des étudiants, 2000 étudiants à Paris, à la Cité Fertile, pour qu'ils puissent se questionner sur comment eux, ils peuvent jouer un rôle dans la société de demain. La COP 2 a voulu aller plus loin. Ils ont voulu transformer structurellement l'enseignement supérieur. Ils ont fait un livre blanc de plus de 300 pages de fiches solutions, avec 70 groupes de travail constitués à chaque fois d'enseignants, d'étudiants et de membres d'administration. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais c'est incroyable, personne n'en parle, il y a plein de matières, il y a plein d'outils. Comment faire en sorte que ce travail soit connu et comment le compléter ? Et j'ai réfléchi à ce qui manquait à ces initiatives. La première, c'est qu'elles étaient très cloisonnées, c'est-à-dire que toutes les réflexions étaient faites campus par campus, alors que pour moi, le problème était systémique. Donc pourquoi ne pas connecter les étudiants d'une même ville qui ont différentes compétences, différentes filières ? L'autre problème, c'est que le travail de la COP2 était très institutionnel. Ça ne plaît pas aux étudiants de s'asseoir avec leur directeur pour discuter du bilan carbone de l'établissement. Comment on remet du fun dans tout ça ? Et enfin, pour moi, vraiment, le problème écologique, ce n'est pas un problème climatique, c'est plutôt de savoir comment on répond
collectivement à nos besoins. Et pour moi, la réponse à nos besoins se passe au niveau des territoires. C'est le dernier axe fort de la COP3. Donc on est arrivé avec cette promesse. Ensemble, élaborons la ville durable de demain. Donc je ne vais pas vous faire tous les mots pour gagner du temps. Je m'attarde juste sur le demain, qui est un mot que je trouve un peu galvaudé, l'industrie du futur, le numérique de demain. Pour moi, demain, en tant qu'ingénieur, je le vois en amélioration continue. On rentre dans un monde instable, où on a perturbé plein d'équilibres. Il faut qu'on se dise qu'il faut actualiser nos solutions et rester dans cette dynamique-là. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Les 17, 18 et 19 mars 2023, nous avons organisé la COP3 étudiante, avec comme parrain Monsieur Yann Arthus Bertrand, qui a bien boosté l'événement. À la cérémonie d'ouverture, il a commencé en disant que les COP ne servent à rien. J'ai un peu regretté de l'avoir invité, avant de dire que les COP étudiantes étaient l'espoir. Et donc là, c'est bon, on était parti. Donc concrètement, on avait un événement avec 3 gros volets. Le premier volet, c'était un forum des métiers pour justement expliquer aux jeunes quelles sont les angoisses des jeunes, c'est trouver un emploi. Tous les métiers vont devoir se transformer. Donc le fait de vous intéresser à l'écologie va être un avantage pour vous. D'où le forum des métiers, couplé avec un concours d'entrepreneuriat pour mettre en avant les jeunes qui apportent des solutions sans forcément les attendre. Le deuxième gros axe, c'était toutes nos conférences et nos tables rondes avec à chaque fois des chercheurs, des industriels, des assos, des élus, pour que les gens voient toutes les différentes manières de penser et de construire ensemble autour de l'eau, de l'énergie, de la place des femmes, du journalisme. Et enfin, comment rêver en fait ? Comment rêver ensemble ? Et c'était ça le rôle du Festival Art Écologie, et c'est pour ça qu'on est allé chercher Yann Arthus Bertrand, avec du théâtre, des ciné-débats, pour construire ensemble le monde de demain. Donc là, c'est quelques photos de l'équipe initiale, avec du coup Lucie et Mathieu, et le directeur Art et Métiers. Mais la spécificité de cette association, c'est qu'elle est multicampus. C'est une association loi 1901, et dans l'équipe, on avait des étudiants de tous les campus d'Angers. Là, tous les 3, nous ne sommes pas de la même école. Et c'était ça la force des réflexions qu'on a pu apporter. Et quelques images pour donner envie. Donc on s'est bien amusé, on a repris les codes de la jeunesse. Tout le monde a du sourire sur les lèvres, là, si vous voyez bien. Et par contre, ça ne nous a pas empêché d'éco-responsabiliser l'événement grâce à notre super brigade déchets, le choix de nos traiteurs locaux, de saison, tout ce que vous voulez. On a vraiment réfléchi pour avoir une forme cohérente avec le fond. Et plein de réflexions intéressantes en sont sorties. Là, on a l'ancien président de l'université d'Angers, donc qui représente 26 000 étudiants. C'est pas moi qui le dis, les étudiants travaillent trop. Je lui ai dit que ce serait retenu contre lui. Et un autre acteur intéressant de l'enseignement supérieur à Angers nous dit qu'on n'a pas assez de projets concrets au service de la cité. On est trop dans nos salles de classe à faire des TD, c'est important, mais comment on confronte nos compétences aux besoins des territoires pour la transition ? C'est vraiment les messages qu'on a essayé de passer. Et donc, pour finir avec mes 2 petites minutes qui me restent, qu'est-ce que ça a donné après cet événement l'année dernière ? Déjà, j'ai été transformé, mais il y a 2 gros bébés qui en sont nés. Donc, un bébé au niveau local, avec tout l'écosystème qu'on avait fédéré, on s'est dit pourquoi ne pas continuer ? Donc, on a essayé de créer un réseau d'étudiants de différents campus qui souvent se sentent isolés, ils essayent de changer les choses, ils ne sont pas aussi engagés que cette école. Toutes les écoles ne sont pas aussi engagées que celle-là, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, il y a plein d'étudiants isolés qui s'intéressent à ces sujets, mais qui n'arrivent pas à toucher leur pairs. Nous, on les met en réseau, ils peuvent passer des bons moments ensemble, s'inspirer et connecter avec plein d'acteurs du territoire, toujours avec un axe économique et un axe culturel. Et également un accompagnement en interne pour valoriser tout le travail de la COP2 étudiante, pour vraiment amorcer la transition des campus. Donc là, on est en train de structurer l'association. On a pu faire pas mal d'initiatives autour du sport. Bon, je ne vais pas toutes les détailler pour gagner du temps. Sport et écologie, on a traité encore d'art, on a reparticipé à un autre forum des métiers de la transition. On a organisé avec les shifters le festival Projection Transition, plein de ciné-débats sur des questions de société. Donc voilà, on a pu faire pas mal de choses, un petit goûter de Noël, le Parlement des jeunes où j'ai pu rencontrer Auristel présente dans la salle. Donc vraiment cette initiative a permis de diffuser cet esprit-là des COP étudiantes. Et le plus intéressant, c'est pourquoi ne pas du coup le diffuser au niveau national. À l'événement, plein d'étudiants de plein de villes sont venus et après ont demandé à leurs universités d'organiser des COP étudiantes. Je suis allé chercher les organisateurs de la COP 1 et de la COP 2 pour leur dire, regardez, j'ai ressuscité le bébé, comment on fait ensemble pour diffuser cette initiative ? Et ça répond à un des besoins du gouvernement. Le fameux rapport José Labadie, qui est un peu la Bible dans la transformation de l'enseignement supérieur, fait comme recommandation d'organiser des rencontres nationales avec toutes les parties prenantes, les ONG, les collectivités, pour que les étudiants puissent réfléchir, discuter. C'est exactement ce qu'on a proposé. C'est pas un hasard parce que pour construire la stratégie de l'événement, j'avais bien lu ce rapport.
j'ai pu rencontrer les deux personnages, Jean Jouzel et Luc Abadi, et ils m'ont filé les contacts du ministère parce qu'ils n'ont pas encore de structure qui porterait cette initiative. Donc là, on est aussi en train de la structurer. Et la COP4 aura sûrement lieu à Marseille. Elle aura peut-être un peu de retard avec les JO, donc peut-être 2025 ou fin 2024. Restez connectés. Et pour conclure, moi au début, avec mon groupe d'étudiants et mes potes, on n'était que 3 devant un tableau blanc à faire un brainstorming. Un an après, Standing Ovation, un événement à 2000 personnes. Et après ça, vous croyez forcément à l'impact. Donc ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens conscients et engagés puisse changer le monde, parce qu'en fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Merci. Merci Cyril. Des questions pour Cyril et la COP 3 étudiante? Et même les autres COP du coup? Bravo pour cette initiative. Est-ce que tu as réussi à connecter avec d'autres COP qui ont eu lieu dans d'autres pays, d'autres COP étudiantes? Alors, on a été contacté par le Togo, qui aimerait bien qu'on fasse la même chose, par le Cameroun, par l'Allemagne. Et en fait, on n'est juste pas prêt, parce que là, les bénévoles, on n'était que 4 à porter le truc à fond, on s'est bien cramé. Alors, on s'est dit qu'on allait prendre un peu le temps de construire progressivement, de pérenniser déjà en France, de créer la vraie structure qui pourra porter les choses. Et donc, il y a pas mal d'autres initiatives qui se sont faites un peu partout, et c'est un peu ça le rêve, c'est un peu ça l'utopie. C'est si on arrive à faire en sorte que chaque année, dans un nouveau territoire, il y a ce type d'initiative, déjà en France, on est sûr qu'après, ça crée plein de communautés d'engagement comme ça a fait à Angers. Ensuite, on peut connecter avec l'Europe, et c'est déjà ce qui va être fait avec la COP4. Ils vont utiliser leur réseau autour de la Méditerranée, parce qu'ils ont ce territoire en commun. Donc ça va déjà toucher un peu le Maghreb et le reste de l'Europe. Et après, connecter avec l'Afrique, avec l'Asie, avec les États-Unis. Et voilà, comme je dis, une fois qu'on commence et que ça se propage, faut s'inspirer de la nature. Le coronavirus, il a super bien marché. C'est parce qu'il se propage super vite, on peut faire la même chose. Si chaque personne contamine une personne, après, on décolle. Donc oui, on a eu 2-3 contacts de gens intéressés qui avaient déjà fait des choses similaires. Et l'idée, c'est d'apporter cet enthousiasme-là et de commencer. Et c'est là où je rejoins le message précédent. Ensemble, on est forcément plus fort. C'est vraiment réjouissant. Et donc voilà. Et si tu as des initiatives que tu connais à me partager après, je suis très preneur parce que c'est ça l'idée, c'est de créer du lien, créer du réseau et plein de petites communautés d'engagement qui changeront les choses à terme. Une autre question? Ok. On passe du coup à Félix Demurger. Félix Demurger, du coup, réalisateur du documentaire Dubaï, luxe inconscient et inhumain. Un formidable reflet de nos sociétés, en fait, que l'on vit ici aussi en Occident. Je te laisse présenter. Alors, du coup, j'ai prévu un petit trailer. C'est le plus grand immeuble d'habitation au monde et depuis 2017, il est abandonné. C'est meublé, ça attend qu'à être habité. Et me voilà dans un milieu complètement aride. Et pourtant derrière moi se trouvent des hectares et des hectares de champs complètement verts. My name is Deepak Kumar. I am from India. My company RCC. Too much bad. Not give money my company. They don't give you money? Yes. I want my company give my money, give my passport. I am go to India. No want to come to Dubai. L'Indien il me fait signe, casse-toi, casse-toi. Et là je me casse, je cours. Bref, j'ai échappé à la police dubaïote.
Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. Du coup, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Félix. À la base, j'ai une formation d'ingénieur puisque j'ai fait une prépa puis l'école polytechnique. Et c'est justement à ce moment-là, dans ma formation, que j'ai réalisé ce documentaire. J'en parlerai un peu après. Voilà, et maintenant je me réoriente dans le cinéma, on en reparlera un peu aussi, et je suis actuellement en césure à une école qui s'appelle Louis Lumière, qui est une école de cinéma. Donc je vais parler un peu de ce documentaire que j'ai réalisé, je suis parti à Dubaï en août 2022 pour le réaliser, ensuite ça m'a pris quasiment 6 mois pour l'écrire et le monter. Et donc, mon but dans ce documentaire, ça a été de prendre le prisme de l'hubris, qui est un concept grec qui veut dire la démesure. Et pour moi, Dubaï, c'est exactement la démesure. Et utiliser ce concept pour justement voir plusieurs aspects qui sont liés et que j'avais envie de traiter ensemble, c'est-à-dire à la fois des aspects écologiques de la ville, mais aussi sociaux, avec l'Indien qu'on a vu, et un petit peu aussi géopolitique, puisque Dubaï pose quand même pas mal ces questions. Voilà. Et puis mon but aussi, c'était d'utiliser cette ville qui est donc complètement dans la démesure, comme je le disais, comme un miroir grossissant de nos propres sociétés et de nos propres modes de vie, et pas seulement casser du sucre sur le dos de Dubaï, quoi. Enfin bon, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut. On n'a pas envie que Dubaï s'exporte partout, mais en fait, c'est avant tout révélateur de nos modes de vie. Voilà, et donc dans ce documentaire, là vous avez vu des petits extraits. J'ai pu rencontrer des ouvriers, un ouvrier en particulier d'un camp de travailleurs ouvriers, qui travaillent dans le bâtiment. Voilà, et donc effectivement, j'ai dû finalement m'enfuir de ce camp de travailleurs parce que je me suis fait choper par la sécurité. J'ai dû partir en courant. Voilà, et j'ai aussi pu voir, donc il y a des champs en plein milieu du désert où ils utilisent de l'eau désalinisée à grands coups de pétrole pour faire pousser des cultures. Voilà, et puis, à un moment, au début, je crois, on me voit dans une tour qui est construite, qui fait 400 mètres de haut et qui, depuis 10 ans, est abandonnée, alors qu'elle est construite à vraiment 99%, quoi. Il y a des machines à laver et tout. Et juste, le promoteur a fait faillite. Donc ils se sont dit, laissons la tour comme ça, et surtout, reconstruisons-en d'autres, juste à côté, mais vraiment, quand je dis à côté, c'est à 50 mètres, il y a 3 autres tours de 400 mètres qui sont en train d'être construites. Voilà, et je terminerai sur le documentaire par dire que l'hubris, chez les Grecs, ça va de pair avec un autre concept, qui est le concept de la némésis. Et vous avez vu récemment les événements climatiques qu'il y a eu à Dubaï. Et c'est peut-être un petit bout de la némésis, c'est-à-dire le juste retour de bâton après l'hubris qu'ils peuvent voir maintenant. Et donc maintenant, je le disais, je me réoriente dans le cinéma complètement. Donc pour sans doute continuer des documentaires comme ça. Et puis ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire de la fiction, que ce soit dans des séries ou des films. Que voulais-je dire ? Oui, et pour un peu réinventer ces imaginaires, là on vient d'avoir une conférence là-dessus qui était très intéressante, et je citerai une personne qui s'appelle Donella Meadows, qui est connue pour le rapport auquel elle a participé sur les limites à la croissance, mais qui a aussi publié un livre qui s'appelle Pour une pensée systémique, dans lequel elle parle des leviers pour faire changer un système, et c'est effectivement en ce moment on doit faire changer ce système à tout prix. Alors le premier levier, c'est par ordre croissant qu'elle le donne. Le premier levier, c'est changer les paramètres du système, c'est-à-dire changer les taxes, les impôts, etc. Et ensuite, il y a plein de leviers qui marchent beaucoup mieux que ça. Et dans les positions 10, 11 et 12, on retrouve changer les objectifs du système, changer les mentalités du système, et enfin, transcender les paradigmes du système. Et ça, ces 3 leviers qui sont les leviers qui, en tout cas, elle, en tant que chercheuse en systémique, considère les plus importants. Et donc c'est des leviers qui peuvent être activés grâce à l'art, puisque c'est ça qui va permettre de changer les mentalités, de changer nos imaginaires, et de transcender le système. Voilà, et donc je finirai par dire que donc dans le cinéma, pour moi,
il y a, on en reparlera un peu peut-être ensuite sur notamment l'éco-production. On a eu aussi une conférence jeudi, non je sais plus quand, on est jeudi, mardi, sur l'éco-production. Et donc je dirais que le cinéma a vraiment un rôle à jouer sur 3 points majeurs. À la fois un point qui j'appelle le point concret, donc c'est-à-dire avec effectivement de l'éco-production, puisque ça représente quand même un certain pourcentage des émissions de gaz à effet de serre, la production cinématographique et audiovisuelle, bien sûr. Mais ensuite, il y a un énorme point qui est un point de levier qui va être symbolique, c'est-à-dire les superstars qu'on voit en jet privé et James Bond dans son Aston Martin. Et enfin, un point qui va être plutôt systémique, et justement c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur les nouveaux récits et donner à la fois envie, par exemple, aux gens d'adopter de nouveaux modes de vie avec des personnages qui vont adorer et qui ont ces modes de vie. Peut-être aussi faire peur, parfois, ça peut être une solution, etc. En tout cas, c'est pour moi des questions qui sont essentielles. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Un documentaire que je recommande fortement pour votre visionnage ce soir sur la table de chevet. Bonjour. Je voulais savoir comment tu avais financé ton documentaire, tout simplement. Bonne question. Je ne l'ai pas financé. Enfin, je l'ai autofinancé. Et du coup, comment dire, en vrai, les coûts étaient assez faibles parce que finalement, ce qui m'a juste coûté de l'argent, c'est le vol d'avion pour Dubaï. Je ne suis pas allé en vélo. Et puis le logement là-bas qui a coûté en fait pas très cher. Et ensuite, c'était un investissement énorme en temps, mais Polytechnique permet de très peu aller en cours. Donc, cet investissement en temps, j'ai pu le faire. Voilà. Et du coup, c'est un peu un investissement sur le futur pour moi, puisque, de fait, avec les revenus YouTube, je me rembourse un petit peu. Et puis, je pense que c'est aussi une bonne façon à la fois de me faire connaître, une bonne carte de visite pour faire des documentaires ensuite. Voilà. Et ça pose aussi peut-être la question de la distribution. Ça m'intéressait, j'en ai pas parlé, mais ça m'intéressait énormément de le diffuser sur YouTube et pas de le diffuser sur peut-être une plateforme qui m'aurait payé pour le mettre en ligne sur leur plateforme. Mais ça aurait sans doute été des trucs un peu plus confidentiels, alors que là, je pense avoir une force de frappe plus importante et surtout un côté un peu plus peut-être démocratique, on va dire, dans l'art, en tout cas accessible à tout le monde. Bonjour. Moi, j'avais une question. Comme jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de parcours cinématographique, comment ça s'est passé pour le tournage, montage, etc. Vous avez tout fait en autodidacte ou vous avez eu de l'aide? Alors, du coup, en gros, c'est des questions qui m'intéressent énormément depuis assez longtemps. Je suis venu en fait au cinéma par la photographie, mais globalement, ça reprend un peu des codes qui sont similaires, en tout cas dans la technique. Donc déjà quand j'étais au lycée et encore plus en prépa, je m'intéressais énormément à la photo. Ensuite, je me suis pas mal intéressé à l'audiovisuel. Donc quand je dis je me suis intéressé, c'est dire j'ai à la fois pratiqué un peu la photo et je regardais énormément de vidéos sur YouTube qui expliquaient comment faire, etc. Et ensuite, j'avais quand même réalisé un autre documentaire avant, mais avec une diffusion plus restreinte, une diffusion interne à Polytechnique. Donc ça m'a permis aussi de peut-être plus me familiariser avec le montage, le tournage, etc. Voilà, en gros. Et là, je fais cette école de cinéma pour vraiment me former définitivement à la technique. Merci Félix. J'invite à présent Luna Tessaer à nous rejoindre, aventurière et poète en herbe. J'ai osé l'appeler comme ça. Tu vas nous parler de ton expérience avec la tribu Mapuche.
Merci beaucoup, Lucien. Merci à tous d'être venus si nombreuses. Donc moi, je suis Luna. Dans les grandes lignes, j'ai eu la chance de grandir dans un petit écrin de verdure niché au cœur des Pyrénées, qui, je pense, a fait naître déjà cet amour pour le vivant qui m'a suivi ensuite. Je ne concevais pas mon parcours sans engagement, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec un master en coopération et développement international. Je pensais que ce serait une voie pour aider dans un domaine qui me paraissait juste, c'est-à-dire celui de la transition écologique. Quand je me suis rapidement rendu compte des écueils que comportait la vision développementaliste, j'en suis vite revenue et j'ai préféré revenir à quelque chose qui était plus en lien avec l'entrepreneuriat social et à une échelle un peu plus locale. Et donc, j'ai fait également ce master en management de la transition écologique qui est dans cette université. Et donc voilà, moi je suis responsable engagement et impact dans une entreprise qui est également engagée. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était absolument pas prévu. Absolument pas prévu. Depuis longtemps, j'avais vraiment cette intuition que la place des femmes pourrait être centrale et importante dans cette transition-là. Parce que le modèle qui nous a menés au constat de la catastrophe écologique dans laquelle on se trouve, il est quand même fortement lié à des valeurs et à une vision du monde qui est plutôt celle qui est en proie à une domination masculine assez présente. Je pense que ça n'aurait échappé à personne ici. Mais voilà, outre cette intuition-là et cet intérêt-là à titre très perso, j'avais pas vraiment prévu d'être invitée à l'autre bout du monde de la sorte. Et ça faisait des mois que je continuais à me poser la question de me dire mais comment est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux m'engager plus. Je sais pas si c'est des questions que vous vous posez, mais des fois on a l'impression que ça suffit pas en fait ce qu'on fait. Et en août dernier, pendant un festival qui s'appelle Agir pour le vivant, j'ai rencontré une personne qui a changé le cours de mon existence. Et en fait, outre parler d'écoféminisme et de grands concepts, je vais juste vous raconter cette histoire-là parce que je pense qu'elle se suffit à elle-même. Donc voilà, ce que les guerrières Mapuche ont à nous dire, c'est un peu le message, les perles de messages qui m'ont été transmises et que je vais humblement essayer de vous partager à mon tour. Donc cette rencontre, l'été dernier, elle s'est faite avec une personne qui est Weichafe et activiste, qui s'appelle Moira Mijan, qui est une femme extraordinaire. Weichafe, ça veut dire guerrière, en Mapudungun, sa langue. Et il se trouve que c'était la première fois qu'elle venait en Europe, partager son message, partager tous les périls en lesquels sont en proie son peuple. Il se trouve qu'on a discuté à la fin de sa conférence et je trouvais sa vision extrêmement impactante. Pour vous le dire très clairement, à la fin de la conférence, on était en larmes en fait, parce qu'elle a une force d'éloquence qui est assez bluffante. Et quand on discute, à la fin, elle mentionne une grande rencontre qui réunirait autour de 100 000 femmes dans son pays, donc en Patagonie, Argentine. Forcément, cette information, elle m'a marquée. J'avais jamais entendu parler d'une telle réunion. Voilà. Et quelques semaines après, je la recontacte pour lui demander quand aurait lieu cette rencontre-là, simplement pour pouvoir suivre peut-être ce qui en ressortirait dans les médias. À quoi elle m'a simplement répondu « Écoute, c'est de telle date à telle date. Si tu veux venir, tu es la bienvenue. Je t'accueille dans ma communauté. » Et là, je me suis dit, bon, moi qui avais prévu de ne jamais plus prendre l'avion de ma vie, ça me pose quand même un petit dilemme. Et à la fois, sans vraiment savoir pourquoi, j'avais cette petite voix qui me disait, mais tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible, il faut absolument que tu y ailles. Et donc, c'est comme ça que vraiment, ça s'est fait à la dernière minute, en 3 jours. Je prends un billet d'avion le lundi, je pars le mercredi. Enfin, vraiment, ça s'est fait comme ça. Mon entreprise qui a accepté que je parte là-bas. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain au milieu de centaines de milliers de femmes qui se retrouvent pour parler de sujets de société qui vont du droit à l'avortement jusqu'à l'accès à la justice, en passant par comment est-ce qu'on fait face à ce qu'elles appellent le terricide. Donc, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, mais j'aimerais vous partager peut-être 3 des choses qui m'ont vraiment le plus marqué. Un peu l'élixir de ce que j'ai vécu là-bas et de ce que je pense important de partager ici. La première des choses, c'est le fait que les peuples dits racines sont en première ligne, évidemment, du changement climatique. C'est des enjeux qu'on entend souvent de façon assez dépersonnalisée, assez lointaine et assez peu humanisée. Et c'est vrai que là-bas, c'est un territoire qui est extrêmement riche en métaux précieux. Guillaume Pitron a été invité plusieurs fois ici, me semble-t-il, et il en parle mieux que personne, de justement l'impact de l'extraction minière en Amérique latine et ailleurs pour fabriquer notamment
les matériaux de la transition, dont on a besoin pour la transition énergétique. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est que sur ces territoires immenses de la Patagonie, il y a beaucoup d'eau douce et autant j'avais entendu parler de l'accaparement des terres un peu classique, notamment par des entreprises comme Benetton, qui est l'un des premiers propriétaires terriens là-bas, qui a plus de 900 000 hectares. Mais j'avais pas beaucoup entendu parler de notamment de la Chine, mais aussi d'acteurs privés du Moyen-Orient qui viennent acheter des rivières, acheter des sources, acheter des lacs là-bas. Et en fait, la conséquence principale, c'est un délogement pur et simple des populations qui vivent là-bas et qui vivaient là-bas depuis des milliers d'années, bien avant la colonisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose de s'en rendre compte et de voir les gens qui le vivent au quotidien et qui dédient leur vie à la lutte pour leur mode de vie et pour leurs valeurs. Et la deuxième des choses, et peut-être la plus importante que j'ai réalisée en arrivant là-bas, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas prévu de découvrir, parce que moi je m'attendais à globalement me confronter plutôt à des constats qui sont graves, qui sont durs. Et en fait, dans cette rencontre de femmes, il y a un terme qui est sorti, qui était le terme de résurgence. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Et en fait, tout au long de mon parcours là-bas, et quand j'étais dans la communauté, et toutes les autres personnes que j'ai rencontrées ensuite, je les ai interrogées pour essayer de faire fi de mon possible biais de positivisme qui veut voir les bonnes nouvelles partout. Et vraiment, j'ai interrogé les gens en leur disant, est-ce que véritablement, vous avez l'impression qu'il y a une forme de résurgence de la place des peuples racines, de leur voix, de leurs revendications ? Est-ce que vraiment on peut parler de ça ? Et pour beaucoup d'entre eux, c'était le cas. Et en fait, ils disaient que il y a eu une phase extrêmement violente qui était celle de la répression coloniale qu'ils ont vécue, qui a été très douloureuse. Vraiment, j'imagine que je vous passe les détails, mais c'était extrêmement douloureux. À la suite de ça, il y a eu toute une phase d'assimilation culturelle qui les a poussés à faire taire complètement leur identité et faire taire le fait que ils avaient un lien viscéral à la terre, et voilà, c'était devenu tabou et presque dangereux pour eux de dire qu'ils étaient mapuches, et donc il y a une sorte d'amnésie sur leur identité, sur qui ils étaient, sur leur façon de vivre, un oubli presque total parce que couvert de honte. Et en fait, ce terme de résurgence, il implique l'idée que à l'image de Moira Mijan, qui fait partie de celles qui ont apporté une autre façon d'incarner et d'oser porter cette voix-là, il y a de plus en plus de personnes, et en particulier des femmes, qui osent récupérer, donc la résurgence, ça se traduit par ça aussi, tenter de récupérer ce qui a été oublié, les sagesses, tenter de récupérer les langues avant qu'elles ne disparaissent, tenter de récupérer les savoir-faire et les manières de vivre sur ces territoires. Et enfin, le dernier message, et je fais vite, c'était évidemment le fait que le rôle des femmes face au terricide, il est central. Et en fait, c'était assez étonnant parce que moi, toutes les personnes mapuches que j'ai rencontrées là-bas, que ce soit dans la communauté ou dans cette rencontre de femmes ou dans le parcours que j'ai fait ensuite, c'était presque exclusivement des femmes, souvent des femmes seules, avec enfants, qui se mobilisent, qui vont au front, qui s'organisent, qui mettent, comme elles le disent en espagnol, poner el cuerpo, donc vraiment mettre leur corps pour concrètement arrêter le terricide, alors soit par l'accaparement de terres par des capitaux étrangers qui essaient de les déloger, soit par le fait que, voilà, de par la pauvreté, il y en a beaucoup qui sont poussés dans les villes. Donc là, c'est vraiment tenter de faire ce choix politique qui est le fait de retourner à leur mode de vie finalement ancestral et bien plus harmonieux avec la terre. Donc voilà, moi je crois que c'était principalement ce que je voulais vous dire, et donc ça invite à re-questionner ce fameux regard très masculin qui est porté sur le monde, et de se dire que finalement la domination que l'on exerce à l'égard de la femme est aussi une domination que l'on exerce à l'égard de la terre, et que peut-être remettre chacun en question ces paradigmes-là, ça peut véritablement aider à protéger ou préserver ce qui compte, comme je voulais dire, la vie. Et il y a eu des citations de Donella Meadows et de Margaret Mead qui ont été faites avant. Et moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée, que j'ai entendue plusieurs fois au contact de ces femmes-là, qui disait que la seule lutte que l'on perd, c'est celle que l'on abandonne. Et je crois qu'on ne peut pas se le permettre. Voilà. Merci Nouna. Des questions pour cette aventurière en territoire mapuche? Oui. Allô? Ouais, ça marche. Bon, merci beaucoup déjà pour ton histoire et ton parcours.
Est-ce que tu as pour ambition de poursuivre des actions avec ces différents groupes, comment tu les appelles? Parce que moi, j'appelle population indigène, que j'aime pas des masses comme mot. Ouais, des communautés. Communauté racine, voilà, c'est plus beau. Voilà, pour essayer de trouver aussi des solutions à nos problématiques actuelles, pas seulement juste environnementales, mais sociales, etc. Oui, c'est une bonne question. Alors, pour trouver des solutions au sens extrêmement large, je ne sais pas, parce que voilà, il faut essayer d'être humble dans ce qu'on peut adresser. Mais j'ai véritablement la sensation de se dire, mais finalement, permettre à ces peuples de vivre dignement et de vivre tel qu'ils l'entendent, c'est déjà gigantesque. Parce qu'on dit qu'il y a environ 80% de la biodiversité du monde qui se trouve dans les endroits où vivent ces peuples. Et donc finalement, je me dis, mais protéger les gardiens de la Terre, c'est protéger la Terre, c'est évident. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques qui sont derrière, c'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui mériteraient d'être soutenues. L'une des femmes que j'ai rencontrées là-bas, qui m'a le plus bouleversée et que j'avais pas du tout prévu de rencontrer, elle habite toute seule avec ses 3 enfants au haut d'une montagne qui menace d'être rachetée par un émirat arabe. Et il se trouve que non seulement il y a elle, mais c'est aussi la source de l'une des plus grandes rivières de la région Chubut, en Argentine. Et donc, je continue à être beaucoup en lien avec ces femmes-là. Moira, dont je vous parlais au tout début, a un projet de création elle appelle ça une pluriversité, pour une pluralité de visions du monde, une pluriversité des savoirs indigènes, où elle veut justement réencapaciter les femmes et accélérer cette résurgence et cette récupération des savoirs, en centralisant tout ça à travers une pluriversité. Moi, c'est le premier projet qui m'a beaucoup touchée, parce que souvent, on entend parler de leur situation en des termes un peu catastrophistes, plus axés problèmes que solutions. Et là, je me suis dit, waouh, trop intéressant que, en fait, non, ils s'organisent, ils se mobilisent, ils ont jamais eu besoin de nous, ils ont pas besoin de nous, hein. Enfin, concrètement. Et donc voilà, moi je reste en lien avec elle, et à chaque fois que je vois comment je peux aider, j'essaie de le faire. Et vu que c'était pas du tout prévu, je réfléchis à peut-être écrire sur la question. C'est toujours en réflexion. Voilà. Oui, bonjour, j'ai une question à te poser sur est-ce que tu as eu le loisir, le temps, l'intérêt d'observer la posture des hommes? C'est une très bonne question. Et vraiment, sans blague aucune, pendant les 3 premières semaines où j'y étais, je n'ai pas vu d'hommes. Vraiment, sans blague. Après, la rencontre de femmes était une rencontre de femmes, donc il n'y avait pas d'hommes. Mais vraiment, au bout d'un moment, dans la communauté, je leur ai dit, mais j'étais là, mais ils sont où, en fait, concrètement? Et les hommes mapuches, et pourquoi ils se mobilisent pas? Je comprends pas. Et vraiment, j'ai posé à beaucoup de personnes cette question, et à chaque fois, on bottait un peu en touche, en me disant, non, mais en fait, il y a cette fibre, cette volonté de protéger la vie qui est juste beaucoup plus présente chez les femmes, basta. J'étais là, ouais, mais quand même, c'est... Bon, et j'ai eu une ébauche de réponse de la part d'un chauffeur de taxi qui était mapuche et qui était ravi de me répondre à cette question. Et il m'a dit, c'est vrai, je m'étais jamais trop posée. Moi aussi, dans ma famille, c'est plutôt ma grand-mère qui portait cette lutte-là. C'est vrai, c'est marrant, voilà. Et lui, l'une des hypothèses qu'il émettait, c'était le fait que pendant la répression qui a eu lieu, elle a touché tout le monde, clairement, mais il y a eu plus de délogement, de mise en esclavage et de déracinement, quelque part, des hommes. Donc il y aurait cette hypothèse que peut-être les femmes sont restées plus ancrées dans leur territoire, plus en lien avec les terres sur lesquelles elles habitent, elles ont conservé le savoir peut-être plus encore que les hommes. J'ai pas une réponse très précise à ça, je continue à la poser pourtant à mes amis mapuche, mais voilà, en tout cas ils sont clairement en retrait. Voilà. Merci Luna, merci. Alors merci du coup à nos 4 intervenants et vos récits, vos parcours. Je vous préviens un peu, tous les 4, on va changer un peu le format du coup, de ce qu'on a vu pour tenir les 1h15 et être libéré à temps pour suivre le théâtre ensuite du cours Florent. Juste maintenant, on va aborder du coup cette phase un peu plus de discussion entre vous, le public, et puis vous, vos récits et vos parcours qui ont non seulement
engagé vous personnellement, mais aussi vous ont déclenché des axes de réflexion, ou en tout cas que vous souhaitez aborder ces axes de réflexion ici avec les personnes présentes. On s'est permis un peu ensemble de remodeler juste le titre de la discussion pour parler plutôt des jeunesses et de l'engagement, pour être un peu plus inclusif et de sortir de cette battle de génération, même si le nom était très bien aussi avant, hein, merci. Hein. Mais quand même, on a quand même souhaité le remodeler un peu et du coup parler de cette difficulté que la jeunesse peut rencontrer pour sortir des injonctions, des dictates, des normes qu'on lui impose ou qu'en tout cas qu'elle s'imagine. Et puis ensuite aborder la nécessité de faire corps avec nos sociétés et ces enjeux et ces territoires. Pour ma première question, du coup, je la pose à vous d'abord et ensuite on l'ouvrira avec la salle. C'est comment est-ce qu'on arrive à sortir la jeunesse des injonctions ? Vas-y Cyril, est-ce que juste tu peux nous parler de pourquoi on a mis jeunesse au pluriel ? Ok, est-ce que ça fonctionne ? Jeunesse au pluriel, parce qu'il faut casser l'idée qu'il y aurait une génération climat ou que sais-je, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de militants, de personnes engagées, notamment à l'événement, des personnes très touchantes qui venaient voir Yann Arthus Bertrand à la fin ou nous voir pour nous dire qu'ils ont combattu depuis les années 70 et ils ont perdu espoir et qui sont contents que d'autres prennent le relais, même si eux, ils y croient plus forcément. Enfin, c'était vraiment très émouvant, l'événement. Et après, une fois que tu as le pied dedans, tu continues à fréquenter plein de milieux et tu te rends compte que les gens engagés, c'est pas une seule génération, c'est plein de personnes qui ont compris le problème et qui y vont. Et dans la jeunesse, ce que j'ai commencé à faire pour la COP3, c'est regarder les stats étudiantes. Tous les deux, on a fait une classe préparatoire, mais sur une promotion qui a le bac, seuls 2% ont fait une classe prépa. Donc notre expérience étudiante n'est pas du tout représentative des étudiants, et seulement 5 finissent en école d'ingénieur. Donc je me suis dit, mais je veux créer un truc pour tous les étudiants, il faut que ce soit représentatif, donc d'où le pluriel. Même si, étudiants jeunes, il n'y a pas forcément une équivalence forte, mais j'ai d'autres initiatives pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et ouais, il y a une vraie diversité, et aussi dans les engagements. Il y en a qui font un peu l'autruche ou qui ont d'autres préoccupations aussi. C'est quelque chose auquel on a vraiment fait attention sur l'emploi, la réussite scolaire, des situations de précarité, de santé mentale. En fait, la jeunesse, elle est multiple. Il ne faut pas faire reposer sur une seule génération le combat. Et Yann Arthus Bertrand l'a très bien dit lors de l'événement. Il ne faut pas demander aux jeunes de faire ce que nous, on n'a pas envie de faire. Donc ça, c'est pour le pluriel. Et si tu veux, je peux enchaîner sur comment briser les injonctions rapidement. Je vais enchaîner plutôt avec Félix, qui du coup a été un exemple de briser une injonction, avec notamment en bifurquant légèrement, en tout cas, de ton parcours qui était tracé par Polytech. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces étapes qui t'ont traversé ? Oui, autant dire que vous pouvez l'imaginer, ma mère n'était pas forcément contente quand je lui ai dit que j'allais abandonner le salaire de polytechnicien pour faire du cinéma et être saltimbanque. Mais non, mais je pense que, en tout cas, moi, la façon dont est venu cet engagement, c'est évidemment quelque chose de profond auquel je réfléchis depuis très longtemps, mais la raison pour laquelle je me suis réorienté, c'est avant tout parce que c'est ça qui donnait un sens à mon engagement, à ma vie, etc., et ce qui me rendait heureux. C'est-à-dire, j'ai jamais été aussi heureux qu'en allant filmer ce documentaire, en le montant, alors que, c'est très solitaire et on s'arrache un peu les cheveux, mais ça m'a rendu profondément heureux et beaucoup plus qu'en allant suivre des cours à Polytechnique ou que sais-je. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'il faut transmettre. Je pense que, en tout cas, moi, parmi mes amis, il y a beaucoup de gens qui sont angoissés, à la fois angoissés par ce que le système leur demande, et puis évidemment par ce qu'on appelle l'éco-anxiété et tout ça. Et je pense que agir est une bonne façon de sortir de ça. Et ensuite, évidemment, je plaide pour changer. Je parlais de changer les imaginaires, c'est aussi changer notre façon de voir le succès social et financier n'est pas la seule façon de réussir dans la vie. Et voilà, je pense que c'est pas forcément évident de remettre en cause ces principes, surtout quand on a fait des concours et tout ça comme j'ai fait, mais c'est peut-être par là que ça passe pour trouver une autre voie. Je pose maintenant la question à la salle. À votre avis, est-ce que vous avez des moyens de possibilités pour s'engager, pour sortir des injonctions qu'on pourrait avoir de notre société, de nos parents, de nos professeurs, etc.
N'hésitez pas à lancer. Sinon, Cyril, tu peux nous donner des petits exemples aussi, mais la salle, c'est le moment pour vous si vous souhaitez. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par le fait de se rapprocher de communautés ou de cercles sociaux où justement on peut rejoindre des valeurs et des causes qu'on a en commun. Je trouve que ça permet à la fois de créer de nouvelles références en fait, de créer de nouvelles, de se départir de ces injonctions parce qu'il y en a des nouvelles qui prennent de l'ampleur puisque on se rapproche davantage, on se rapproche de personnes qui justement élèvent la notion de réussite différemment. Et j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui se construit aussi collectivement et par nous-mêmes en nous rapprochant en fait de ce qui est important pour nous. Cyril, tu valides ça, un peu se rapprocher en communauté, et Tristan, si tu peux aussi. Hein. Ouais, c'est super important parce que le fait de se rapprocher de communauté, on se sent moins seul. On se nourrit mutuellement. Quand il y en a un qui est plutôt en down, l'autre peut s'entraider. Et surtout, ça casse ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire le fait de voir d'autres personnes vivre autrement, ça t'inspire. Et les croyances limitantes, on en a tous. Et il faut se demander pourquoi elles sont installées dans notre cerveau. Qui a mis ce logiciel? Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que c'est notre religion? Est-ce que c'est le pays dans lequel on a vécu? Les chocs qu'on a eu dans la vie? C'est très difficile comme chemin de déconstruire un peu tout ce qu'on pense être vrai pour essayer de voir de quoi on a vraiment besoin. Et pour ça, se rapprocher d'autres personnes inspirantes. Moi, j'ai fait que ça, aller traîner dans des milieux très engagés, très militants, qu'on considère comme éco-terroristes, comme aller voir des gens très technosolutionnistes, me nourrir un peu de toute cette diversité-là pour moi restructurer ma manière de penser, de briser mes injonctions, d'installer mes propres logiciels et de faire les choix selon la vie qui me rend heureux. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Tristan, tu peux rajouter? Ouais, je suis d'accord. Il marche. Ouais, je pense qu'il y a l'aspect... Enfin, moi, je l'ai ressenti, je pense que vous aussi. Mais dans mon parcours de licence, par exemple, j'ai trouvé que beaucoup d'étudiants étaient très... En fait, c'est très individuel parce qu'il y a la compétition, comme tu disais. Parce que souvent, on bouge de notre ville natale quand on va dans l'étude supérieure. Et du coup, il y a un côté très, très individuel où quand on veut s'engager et quand on prend conscience des enjeux, à part si on a beaucoup de chance et qu'on a une grande envie comme Cyril, par exemple, on peut avoir la tête dans le guidon et rester dans le même cursus, aller jusqu'au bout, alors que pour autant, on n'en tire pas beaucoup de sens, de plaisir. Et ouais, moi, ça m'a fait rire. Hier, j'étais chez la podologue et elle m'a demandé mon parcours. Et du coup, j'ai parlé un peu avec elle de ce que je faisais. Et elle m'a dit, c'est marrant parce que tu as quand même beaucoup de choses à dire et de projets. La plupart des jeunes à qui je pose la question, ils me disent, je fais ces études-là et ça me plaît pas vraiment, mais je vais voir. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est la question de sens. Où en fait, aujourd'hui, il faut sortir de ces injonctions, de se dire, je vais avoir un confort, un statut, un salaire, et il faut être précurseur en se donnant d'autres indicateurs de sens, de bonheur, de joie, et ça passe par le collectif, c'est sûr. J'ai une question maintenant sur la deuxième, sur... tu voulais rajouter? Je peux faire une toute petite parenthèse. Ouais. Non, c'est juste pour dire que... c'est juste pour éviter un peu l'écueil du yaka foku quand on veut un peu et tout. Et je pense qu'on est tous vraiment pas dans ce genre de truc-là. Parce qu'il y a quand même un contexte social qui n'est pas évident. Il y a ces injonctions-là, elles ont des raisons. Il y a des impératifs économiques desquels il n'est pas forcément facile de se départir. Donc c'était juste pour la petite parenthèse de dire que ça rend heureux, c'est nécessaire et c'est vital. Mais c'est pas facile pour autant, voilà. Justement, super transition, c'est pas facile pour autant. Et comment on arrive à faire corps avec la société pour arriver à l'engager collectivement du coup dans ces normes de transition? Est-ce que tu veux continuer là-dessus par rapport notamment avec cette découverte, avec cette tribu Mapuche? Est-ce que tu as des choses qui t'ont inspiré sur comment arriver à relier les enjeux du territoire, les enjeux de ces populations et est-ce que c'est réplicable ici chez nous? Les enjeux, ils sont pas les mêmes et je me suis posé la question de est-ce que nous aussi on pourrait faire de la récupération territoriale en se mettant dans une montagne en disant que c'est la nôtre et je pense pas. Je suis pas sûre. Par contre, je pense que j'avais vraiment l'impression que ça faisait un miroir hyper intéressant
entre là où ils en sont et là où on en est nous. Et j'avais l'impression que c'était une sorte de miroir qui nous montrait que la sortie pouvait être différente de celle qu'on se préfigure aujourd'hui, qui est plutôt celle d'une catastrophe, d'une collapse inévitable, où tout le monde souffre, où c'est horrible, où en fait on a perdu un peu le fond du pourquoi on est là sur cette terre, que eux ont quand même moins perdu, je pense. Et quand je dis ça fait miroir, c'est que j'ai vraiment l'impression que ces 3 étapes un peu de répression de leur identité très connectée à la terre, on l'a vécu aussi il y a juste bien plus longtemps. On a oublié qu'en fait on venait de là, on a oublié qu'on avait cet ancrage et cet amour viscéral pour la terre et cette connaissance de la terre. Et nous aussi, je pense qu'on est juste toujours dans la phase d'amnésie, de laquelle il commence doucement à se réveiller. Et en fait, ça, moi, je me suis dit, mais c'est fabuleux, ça donne un espoir monstre que de se dire que c'est possible de se reconnecter à la Terre à nouveau. Et pour répondre à ta question sur le comment est-ce que justement cette connexion au territoire peut aider, je pense qu'elle est centrale. C'est difficile quand on est urbain, ce qui est, j'imagine, le cas de la majorité d'entre nous. De se battre et de plaider pour quelque chose qu'on voit pas souvent et duquel on a peu l'occasion de se connecter. Et je pense que se battre sur fond d'amour pour le vivant, c'est pas pareil que de se battre sur fond de tristesse et de rage envers ce qui se passe. Et donc moi, si j'avais juste un truc peut-être à conseiller, c'est tout simple, et ça va paraître dérisoire, mais malgré tout, je pense que c'est assez important, c'est de tenter de retrouver des espaces où on se donne un peu ce temps long pour se reconnecter au vivant, pour s'en émerveiller, pour tenter de vraiment se souvenir de ce pourquoi on se bat. Voilà. À vous, comment embarquer collectivement des sociétés, des collectifs? Sinon, je passe la parole à la salle. Si dans la salle, collectivement, embarquer, faire corps avec ça. J'aimerais juste rebondir sur ta première remarque. C'est vrai que c'est pas facile. Et moi, je dis souvent aux gens, t'as un espace de choix qui est ce qui est. Et dans cet espace de choix, t'as des choses à faire. Typiquement, moi, j'ai pas bifurqué. On m'a beaucoup posé la question. Et je suis très fier d'être ingénieur parce que j'essaye de rediriger ça vers le bien commun. Quand j'avais mon projet de recherche en master, on m'a proposé d'optimiser l'efficacité d'un panneau solaire. J'ai choisi de travailler sur l'électrification des camps de réfugiés. En fait, on a tous un espace de choix et on peut choisir de mettre nos compétences là où on veut. Et souvent, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec plein de jeunes qui sont parfois intimidés de se dire « mais je peux pas monter un événement à 2000 personnes, qu'est-ce que je fais ?» Ou qui découvrent des notions, par exemple l'éco-décolonialisme, où on leur dit le banana bread qui est bien quand on est vegan, les bananes, en fait, c'est le chlordécone, ça tue des gens en Martinique, etc. Comment je traite de ça dans mon asso, alors que j'arrive même pas déjà à parler de l'écologie dite mainstream et tout. Et j'essaie toujours de ramener les sujets, comme tu dis, en disant prenez votre temps, tu es dans ton école, il y a peut-être du personnel d'entretien, il y a peut-être des femmes de ménage qui sont issues de ce qui sont un peu les invisibles déjà dans ton campus, dans ton espace de vie. Va leur parler, demande-leur de te raconter ta vie et tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'on se connecte aussi, en fait, c'est juste d'être curieux et de se poser des questions. Moi, ce qui m'a reconnecté à la Terre, c'est la nourriture. Dans tous mes trucs d'engagement, j'ai jamais pris soin de moi jusqu'à ce que je fasse un burn-out et un calcul rénal. Et je me suis dit, 25 ans, c'est pas fou quand même, essaye de te réapproprier ta nutrition. J'ai repris plaisir à l'instant présent à cuisiner et voir mes aliments se transformer. Et je me dis, mais c'est génial, faut que je sache d'où viennent mes aliments. J'ai appris à faire mes courses. Ah, mais d'où ça vient? Et maintenant, je me suis formé à l'agroécologie. Et petit à petit, tu reconnectes à la terre en te posant des questions de d'où vient ce que tu consommes. L'énergie, c'est pareil. Donc, c'est poser des questions, être curieux, tenter des expériences. Quel que soit son espace de choix, je pense que c'est faisable. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression parce que sinon, c'est vrai qu'on a envie d'abandonner parce qu'on se dit que la marche est trop haute, quoi. Juste rebondir sur ce qu'a dit Cyril, c'est intéressant. Des fois, on a tendance à vouloir s'engager et à se dire putain, je suis pas Camille Etienne, quoi, merde. Non, mais. Et en fait, je pense qu'on est tous très différents et on a tous des caractères qui nous permettent de s'engager. Enfin, on n'est pas tous aptes à convaincre 100 personnes devant nous. Moi, je le suis pas, je pense. Et. Ouais. Mais je pense que. En fait, que ça soit en interne dans l'université comme tu fais, Cyril, ou que ça soit en allant voir des communautés, que ce soit en allant faire du travail manuel pour se reconnecter, que ça soit en bifurquant, en faisant de l'art, etc. En fait, il y a tellement de moyens d'agir, que ça soit en interne dans notre cursus scolaire, que ça soit dans notre métier, dans nos passions. En fait, c'est ultra large. Et puis, c'est à différentes échelles aussi, quoi. Ça peut être très local et ça peut avoir un grand impact au final. Je raccroche du coup la dernière question avec ce qui va suivre ensuite avec le théâtre du cours Florent et la représentation autour de l'art et de
l'enjeu d'arriver à remettre de l'émerveillement et de l'inspiration, et du coup cette culture, ou en tout cas ce besoin d'avoir des forces qui soient, comme tu le disais Cyril, avec une inspiration et une force qui favorise du coup l'engagement. Félix, tu me parlais hier soir que ton documentaire, tu l'as fait pour qu'il soit beau et qu'il donne envie de le regarder, de le comprendre et de comprendre le problème. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette envie-là de lier art, écologie? Oui, carrément. Effectivement, je crois que ce dont je te parlais hier, c'était aussi la différence, en tout cas, bon, moi j'utilise ces termes, c'est pas forcément les bons, mais qu'on peut faire entre reportage et documentaire. Moi, ce que j'ai fait, j'appellerais plutôt ça documentaire, c'est-à-dire quelque chose qui ramène plus d'art dans ce qui aurait pu être plutôt un reportage journalistique. Et effectivement, je me suis posé la question à un moment. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement donc de dénoncer Dubaï et même et aussi nos modes de vie à travers Dubaï, voilà, mais aussi d'émouvoir les gens. Et parce que comment dire, et c'est aussi que moi je le ressentais. Enfin, typiquement, j'ai été un peu biberonné. Tu parlais tout à l'heure de Yann Arthus Bertrand. Vraiment, c'est toute mon enfance, quoi. Et c'est parce que lui réussissait à me toucher à travers des postures qui n'étaient pas forcément hyper rigoureuses journalistiquement, etc. Mais en montrant justement la beauté de la terre, etc. Enfin, vue du ciel, en tout cas, c'était vraiment à propos de ça. Et même, comment dire, en soi, en étant à Dubaï, oui, j'étais en un sens émerveillé par ce que je voyais, enfin en même temps un peu horrifié, mais il y a une certaine forme de prise de conscience, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait, c'est vraiment le miroir grossissant, et du coup, en fait, nous, on n'est pas beaucoup mieux, c'est juste, nos immeubles, ils font pas 400 mètres, ils font 200 mètres, quoi, mais voilà, et... Effectivement. Et que voulais-je dire? Et aussi, il y a là, je repensais quand tu parlais à une citation du Cercle des poètes disparus qui est très belle et qui dit que l'ingénierie, la médecine, etc., c'est très bien et c'est fantastique, mais ce pourquoi on vit, c'est la poésie, la philosophie et la musique. Et je pense que ça, c'est assez important et c'est peut-être une façon d'interroger et de réfléchir sur, par exemple, la décroissance. Oui, peut-être que économiquement et d'un point de vue purement ingéniérique, c'est une décroissance, mais peut-être que d'un point de vue poétique, musical, philosophique, etc., oui, c'est le moment où on va se réapproprier ça, se réapproprier cet enchantement. Voilà, peut-être que c'est mieux une balade dans la nature ou lire un livre ou regarder un film ensemble qu'essayer d'être productif. Bon, je parlerai pas de TikTok, mais voilà. mais voilà, je pense que réenchanter le monde, c'est intéressant. Enfin, je vous conseille Aurélien Barraud qui parle beaucoup de ça. Voilà. On prendra juste une question du public pour respecter l'horaire et permettre. Il y a une question là-bas et on terminera par une note un peu poétique. Je vais essayer d'être rapide. Merci à toutes et à tous. J'ai une question, c'est plus par rapport aux injonctions. Dans 3 de vos parcours, le fait de sortir de ces injonctions passe aussi par le fait de partir en voyage, de s'exposer à l'extérieur. J'observe que l'imaginaire de la jeunesse qui se réalise est extrêmement attaché à cette idée de partir en voyage, de se révéler. Il y a 60 ans, partir à l'autre bout du monde, c'était aliénant. Aujourd'hui, on dirait que c'est la norme pour une certaine élite de la jeunesse de partir en sac à dos, se révéler à l'extérieur. Paradoxalement, il y a quand même une grande partie de la jeunesse qui se sent pas punie, mais ce genre de réalisation n'est pas possible pour des raisons économiques, sociales, familiales, culturelles. Et j'ai parfois le sentiment que le genre de récit que vous pouvez porter au travers de l'exposition à l'extérieur peut aussi renvoyer au fait de mais si tu voulais, tu pourrais, et il faut partir vers l'extérieur, trouver les réponses, et pas forcément se concentrer vers la diversité des discours qui peuvent être plus locaux et plus proches de ces jeunesses qui se doivent de s'entraider parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà, merci. Merci pour la question. Luna, tu voulais du coup un peu peut-être préciser ce point-là que tu nous avais mis le petit warning et que effectivement merci d'avoir remis le warning.
Ils ont tous fait leur joker. J'ai eu la chance de grandir 15 ans au Gabon, en Afrique centrale. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins besoin de voir d'autres manières de faire. J'ai pas besoin de partir loin pour voir d'autres manières de faire. Mais sur les voyages, il y a plein de solutions qu'on connaît très peu sur les mobilités. Par exemple, les écoles imposent des mobilités sans parfois toujours donner les solutions. Et il y a par exemple le Corps européen de solidarité qui permet de partir tout frais payés dans un pays européen, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses, mais malheureusement, c'est jamais accessible et connu des publics les moins favorisés. Nous, ce qu'on essaie de faire à Angers, pourquoi le territoire, pourquoi Angers, pourquoi pas Paris, pour décentraliser aussi et montrer que on n'a pas besoin d'être forcément à Paris, là où il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de trucs, pour s'engager. Et on allait dans les quartiers les moins huppés d'Angers, on allait parler de ces sujets-là aux gens. Et il y a tellement une diversité, une richesse dans le choix de nos intervenants pour la COP3. On n'a pas voulu prendre toutes les grosses stars de Paris. On a trouvé des professeurs des écoles, on a trouvé l'agriculteur du coin, on a trouvé plein de gens qui sont super inspirants. Pas plus tard que hier, à la gare, j'avais besoin d'imprimer quelque chose, je suis entré dans un commerce. J'ai commencé à taper la discussion avec le monsieur qui venait d'Algérie, qui me raconte son histoire, et il connaît Johnny Hallyday, il connaît Cyril Hanouna, il était producteur d'artistes qui ont joué les premières parties de Johnny Hallyday. Il me raconte l'histoire de l'immigration de son papa, qu'il est élevé à la dure et tout, que lui il inculque le goût de l'effort à ses enfants. Et on a parlé 1 heure comme ça, et beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de voyages. Il n'y a pas forcément besoin de partir très très loin. Il faut vraiment qu'on casse ces trucs-là et qu'on se réapproprie les gens autour de nous déjà. Juste rapidement, ouais, vas-y Félix. Je voulais juste aussi rebondir sur ce que vous disiez. Enfin, effectivement, c'est très intéressant et je suis pas du tout partisan de partir à l'autre bout du monde, etc. Et enfin, c'est vrai que pour ce documentaire, je l'ai fait, mais pour, enfin, typiquement le précédent, j'étais resté dans mon école, dans ma chambre à filmer les gens pendant des heures et des heures. Et juste, enfin, comment dire, je voulais peut-être préciser aussi la pensée que je disais tout à l'heure sur le fait que j'avais mis ce documentaire sur YouTube pour que ça soit, enfin, en un sens un peu démocratique dans l'accès à l'art. Et parce qu'effectivement, moi, quand je me suis lancé dans ce truc, enfin, concrètement, j'y connaissais rien, je connaissais aucun producteur, aucun distributeur, etc. Et c'est un peu, comment dire, je me sentais un peu démuni aussi, et même, par exemple, faire le genre de choses que Cyril a fait, moi, ça me paraissait un peu inconcevable. Et donc, in fine, je me suis dit, je vais faire mon petit truc dans mon coin, une vidéo, et puis je la mettrai sur YouTube et on verra bien ce que ça donne et si ça peut inspirer des gens, et bah tant mieux. Et du coup, effectivement, je suis parti très loin, mais j'espère que dans ma démarche, le fait de le faire seul, etc. aussi, ça permet de montrer que il y a quand même une possibilité de le faire. Enfin, en tout cas, chacun peut s'engager, même si c'est pas avec des gros moyens et sans forcément connaître du monde et sans trop savoir comment faire. Moi, j'aurais été incapable de faire ce que Cyril a fait, et sans doute que Cyril aurait été incapable de faire ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Et juste un petit commentaire sur. Rapide, ouais. Hein, vas-y. Ouais, rapide. C'est avant le voyage à vélo, j'étais un peu fauché, j'avais pas forcément des gros moyens non plus. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà j'ai eu le soutien de MoMA. Enfin, j'aurais jamais pensé l'avoir. J'ai eu le soutien de la ville de Montpellier, du département, d'entreprises aussi dans laquelle j'étais en alternance. Et en fait, il y a des moyens que j'ai découverts grâce à ce projet dont j'avais pas connaissance. Et en fait, il y a tellement de choses aussi. On est chanceux, je pense, d'avoir tellement de soutien financier pour ficeler la logistique, le projet en lui-même, que ça demande surtout du temps, mais au final de l'argent moins. Merci. Vas-y Luna, tu peux nous lire ton petit poème du coup ? Vas-y. Ça donne tous envie de se justifier vis-à-vis de ce que vous avez dit, évidemment. Mais bon, du coup, on finit sur une note un peu poétique. C'est toujours assez impressionnant parce que je lis pas trop ce que j'ai écrit normalement. Mais là, ça collait à la thématique. Donc je vais me lancer. Ça s'appelle Ultime début. À l'heure où le sablier environnemental file et où la vie dont nous faisons partie ne tient plus qu'à un fil, il n'est plus possible qu'on se défile. La vie n'attend que ça. Elle t'attend toi, elle m'attend moi. Elle murmure sur ce lit d'automne ses ultimes prières, en floraison ou en feu, dans l'espoir de toucher au moins une personne.
la vie sur ce caillou bleu flottant est trop précieuse. Mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Cette éventualité me brûle les lèvres et fait trembler ma plume. Dire l'inverse serait mentir. Pourtant, la contempler avec un calme solennel est peut-être précisément ce qui va raviver un possible insoupçonné. Un éclat de lune juste suffisant pour y voir jusqu'à ce que renaisse le printemps. Ce calme combatif, certaines le cultivent depuis des décennies, que dis-je, des centenaires. Les guerrières de Patagonie ont forgé dans leur amour pour la Mapu le calme impassible du lac, mêlé au feu d'une combativité intacte, qui leur a permis, au fil des siècles, de tenir bon face à la cruauté destructrice, aux mensonges et aux vices. Que les justifications chaotiques soient au nom de l'industrialisation, de la globalisation ou de la transition énergétique, quelle que soit l'époque, l'ère ou le nom des envahisseurs, elles sont restées fermes sur leur volonté de protéger la terre, leurs sœurs et leurs frères. Vêtues de cette dignité qui ne dit mot, ce calme millénaire en bandoulière et cette combativité de feu sur le qui-vive, elles ont accepté ce constant état de lutte avec l'intransigeance que mérite la vie. Peut-être notre époque semble-t-elle sombre, car la nuit que d'autres avant nous ont provoquée est enfin en train d'arriver sur des terres que nous pensions jusqu'ici protégées. Il n'est donc pas question de nous défiler. On ne peut pas, pour ces peuples envahis, pour leur sagesse inouïe, pour tous les pardons que l'on peut encore prononcer, pour cette réconciliation que l'on peut encore tisser, on ne peut pas les abandonner là, face à l'annonce d'une catastrophe qu'ils essuient depuis bien longtemps déjà. Je suis convaincue qu'il nous reste encore une chance de revenir à la Terre, une chance de revenir sur Terre. Une chance de l'étreindre comme cette partie de nous-mêmes que nous avons tant fait souffrir. On sait tout au fond ce qu'il faudrait arrêter, transformer et aimer plus. Il n'est pas question qu'on se défile, car d'un bout à l'autre du monde commencent à se relier les hommes, les âmes, les hommes, les femmes, qui souhaitent broder de fils subtils la toile d'une autre histoire. Ce n'est pas la fin qui se dessine. Voilà plusieurs centenaires que nous attendent les peuples racines. Le fait que la menace existentielle touche désormais nos ciels révèle cet horizon, enfin mis à nu. Il nous est offert un ultime début.